à la brasserie du Sud et on est en compagnie de Muriel Ressiguet du Front de Gauche. Oui. Bonjour, Bonjour. Muriel. Alors Muriel, nous on est Kaina TV, Oui. on est là pour 50 minutes. Oui. Vous serez en retard, je vous assure, vous serez en retard pour votre Prochain débat sur prochaine... l'habitat participatif. Dites-le plus fort, comme ça ils verront que c'est pas de ma faute. Voilà. C'est la faute des jeunes. On a eu des petits problèmes techniques. En tout cas, Muriel, merci de. On va tout de suite trinquer, on va la refaire. Hein. On va trinquer à votre victoire alors. Par exemple. Hein Ouais. Non, parce que la victoire, elle est proche pour le Front de Gauche. J'espère. Non, c'est surtout une occasion de diffuser un petit peu les idées, d'aller rencontrer les gens. Évidemment, on fait ça pas pour perdre, hein, on fait ça pour que ça marche. Pour que ça marche. Ouais. Alors Muriel, vous avez 36 ans. Ouais. C'est ça? Ouais. Vous êtes cadre à la sécurité sociale? Non, je suis assistante de direction, c'est pas cadre chez nous. C'est juste en dessous. Juste en dessous, d'accord. Et là, pendant la campagne, par exemple, pour savoir. Je suis en sans solde là actuellement. En sans solde, c'est-à-dire vous êtes en. Pas payé. Mais depuis combien de temps? Depuis le 10 février. Alors on arrive à s'occuper d'une campagne électorale sans être payé comme ça, de quoi on vit? Ah ben on vit Non, c'est vraiment de on quoi vit de la solidarité des camarades. On vit, voilà, comme j'ai pas encore braqué de banque, alors je fais appel au bon cœur. Donc sur les camarades. Non, ça s'organise en solidarité, en collecte, etc. Voilà. C'est impossible, je ne pouvais pas mener de front, je le fais depuis des mois. À un moment donné, il faut choisir où on est à temps plein. Voilà, j'ai décidé moi d'être à temps plein parce que je fais les choses ou je ne les fais pas. Donc voilà, ça implique certaines choses. Voilà. Il faut faire des choix. C'est plus que du temps plein parce que j'imagine que on se réveille tôt et on se couche tard. Oui. Et il n'y a plus de week-end. Non, il n'y a plus rien. Moi, je suis chez moi pour dormir et me doucher et voilà. De la famille, des enfants, tout ça, non? Ça, mon petit, ça me regarde moi. Voilà, ça, je le garde pour moi. Ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ah, il y a le petit jardin secret. Jardin secret, c'est important. Hein. C'est important, il faut garder des choses à soi. Voilà. Après, le reste, c'est public, mais ça, c'est à moi. Voilà. D'accord, bon, on va pas aller sur ce terrain-là. Vous venez assez souvent dans des brasseries, bistrots? Oui, il m'arrive. Moi, j'aime bien les cafés. Oui, j'aime bien avoir des moments comme ça pour discuter avec les copains ou avec des gens. Voilà. Donc oui, ce sont des lieux familiers. On apprend des choses dans les brasseries, On apprend des choses dans les brasseries, on apprend des choses dans les transports en commun, on apprend des choses dans tous les endroits où on peut écouter les gens. Voilà. On peut prendre le temps pour discuter. C'est des moments agréables d'échange. Voilà. D'accord. Alors, on avait une petite question. On se disait, Muriel Ressiguet, on regardait, il y avait beaucoup de candidats hommes. Oui. Vous êtes la seule femme qui se présente sur les municipales à Montpellier. Pas tout à fait. Ah bah, il y a quelqu'un qui est venu en dernière minute qu'on n'est pas au courant alors. Si vous êtes au courant. Ah oui, oui, non, même moi je l'avais complètement oubliée celle-là. Vous l'occultez. Elle n'existe pas. Et pourtant. Elle n'existe pas. Il faut pas l'occulter, il faut la combattre. Donc vous êtes deux femmes à vous présenter sur les municipales. C'est grave. Non, c'est plus dur que. C'est plus dur, ouais. C'est plus. Mais comme tout parcours, même comme ça peut l'être dans une carrière ou dans une. On vous a élu, Muriel. Oui. Qui vous a élu? Alors d'abord mon parti, le parti de gauche pour être porte-parole et puis pour être celle qui serait après mise en avant pour être candidate. Et puis après c'était des négociations entre les différentes composantes du Front de gauche. Alors Front de gauche, c'est le Parti communiste. C'est Parti communiste, section locale de Montpellier. C'est différents mouvements, notamment Ensemble, qui englobent l'AGA, l'Exphase, etc. Enfin plusieurs mouvements comme ça alternatifs qui étaient du Front de gauche et qui se sont rassemblés. D'accord. Et le Parti de gauche. Et le Parti de gauche. Vous êtes bien là dans ce Front de gauche? Ouais. Ouais. Je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'il faut rassembler davantage. Je vois ça comme un balbutiement, comme un début. Je pense que la démarche est bonne, c'est-à-dire partir des gens, c'est-à-dire rassembler et prendre et sortir un peu de son petit parti pour construire une alternative vraiment avec des mouvements. Parce que ça oblige à se remettre en question, ça oblige à toujours penser qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'a pas raison tout seul. Et puis aller chercher toujours des gens dans la population qui pourraient se joindre à nous et qui pourraient vraiment porter ça de manière démocratique et de manière plurielle et diverse pour garder
garder cette diversité en commun et ces richesses-là. D'accord. Ça c'est le terme, c'est le slogan, la démocratie participative, c'est un petit peu... C'est plus que le slogan. Moi je ne suis pas quelqu'un qui aime être dirigé de manière générale et j'aime bien que les gens puissent avoir des vrais choix. Après je comprends qu'il y a un vote, qu'il y a une majorité, etc. Et qu'on puisse exprimer clairement. Pour moi c'est pas juste un slogan, c'est la condition nécessaire pour que les gens s'impliquent réellement, sinon ils rentrent chez eux où ils font les choses forcées, ils prennent le pouvoir par la force ou alors ils disent ça m'intéresse pas et ils restent chez eux. Donc si on veut les impliquer et faire avec eux, on est obligé de prendre en compte le fait qu'ils soient là, leurs paroles, etc. D'accord, alors en parlant d'expression, de fabriquer ensemble, moi je vais vous proposer de retrouver les keynotes qu'ils ont préparé cette émission. Ouais. On va parler de plusieurs thématiques, notamment des quartiers populaires, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif, voilà. Ça vous va ? Valentin, bonjour. Slimane, bonjour. Et Fouzia. Voilà, bonjour. Ce sont les personnes qui ont préparé cette émission. Ok. Voilà, Muriel Ressiguier. Enchanté. Première question, c'est Valentin qui l'a. Ah oui, bah oui, c'est moi. Donc en fait, je voulais vous questionner vis-à-vis de la femme en politique. Donc un sondage IFOP a sorti dans le Femme Actuelle d'aujourd'hui, montre que 70% des Français préféreraient avoir une femme comme maire. Or, 86% des maires actuels sont des hommes. Est-ce que c'est un choix du Front de gauche d'avoir mis justement... C'est un choix en tout cas clairement du parti de gauche qui m'ont sollicité, qui m'ont dit voilà on a envie de quelqu'un de nouveau, on a envie d'une femme, on a envie de quelqu'un qui n'est pas formaté, qui est dans la vraie vie, qui travaille, etc., qui est plus jeune aussi, voilà. Donc et au parti de gauche, on est très très attaché à la parité, etc. Et ça rejoint aussi, oui, les valeurs du Front de gauche, même si eux ont choisi, bon, ce sont encore des hommes, mais voilà, on commence à voir des femmes qui montent. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile. Une femme peut monter, mais un peu comme on le voit dans nos carrières professionnelles, on peut monter, mais à un moment donné, il ne faut pas monter trop haut, quoi. On s'arrête au faire-valoir, ou on fait le travail de celui qui est en dessus. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà. Donc c'est à nous après de pousser, puis c'est plus difficile aussi parce que ça demande une implication et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps, quoi. Parce qu'on a aussi à assumer le côté vie privée, etc. Et que culturellement aussi, c'est culturel, tout ça c'est en train de changer, ça va changer. Déjà les femmes ont commencé à travailler, c'est devenu usuel, c'est normal maintenant qu'une femme travaille. Donc ça va devenir petit à petit aussi normal, mais il faut développer des modes de garde, il faut développer aussi et donner aux femmes la possibilité de pouvoir sans tout sacrifier, sans culpabiliser aussi, parce que souvent les femmes culpabilisent, alors que les hommes beaucoup moins. Voilà, de pouvoir donner plus de temps. Que ce soit à la politique ou à leur carrière professionnelle, ou en tout cas des choses qui les intéressent et qui les épanouissent, au-delà juste de je fais la cuisine et j'élève les enfants. Voilà. Mais ça se travaille, ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est une stratégie du Front de gauche, justement Non, c'est pas une stratégie, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas du tout comme ça. Si ça avait été une stratégie, je serais contrôlée, entre guillemets, ou je serais, voilà. Alors que là, au contraire, je suis... on m'a demandé, on m'a sollicité, je suis parfaitement libre. Enfin, je suis pas... Voilà. Donc je pense que c'est une prise de conscience et nous c'est quelque chose, notamment au parti de gauche, qui est très profond, quoi. C'est l'égalité homme-femme et l'égalité en général entre les individus. Et c'est bien les idées, mais de temps en temps, il faut aussi passer à la mise en pratique. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais je pense que d'une manière générale, les femmes elles-mêmes vont pousser un petit peu, on le voit dans d'autres partis, hein, et les mentalités commencent à changer, on commence à se dire tiens, elles sont aussi capables de faire les choses, même si on n'a pas la même manière d'être, on a éventuellement aussi un cerveau, un savoir-faire, une expérience, une complémentarité, des choses à apporter. Voilà. Donc je pense qu'on a passé le stade où on a commencé à le prouver. Après, c'est un peu comme tout, des fois il faut prendre sa place, quoi. Une question de Slimane. Donc vous êtes, si on peut dire, néophyte en politique, mais quand même vous avez un passé de militante. Oui. Donc est-ce que vous croyez que le fait d'avoir fait du syndicalisme
vous donne une certaine légitimité pour gérer une grande ville comme Montpellier? Légitimité, je ne sais pas. Expérience, oui. Parce que comme vous le disiez, moi j'ai toujours milité. Je me suis intéressée très tôt à la justice sociale, à la politique. Moi j'ai commencé un petit peu quand j'étais au collège. Je suis arrivée à Montpellier, j'étais en 4e à Lascaz, au collège Lascaz. J'habitais à la Pergola. Donc voilà, il y avait des choses qui commençaient à me parler, la guerre du Golfe, ces choses-là. Il y avait le racisme aussi. Moi, après, j'étais à Ralfron quand j'étais au lycée, etc. Donc j'ai toujours été intéressée par tout ça et je me suis toujours associée ponctuellement à des luttes, à des manifestations, etc. Jamais encartée parce que je voulais garder mon esprit libre et qu'à l'époque, ça ne correspondait pas. J'avais pas envie d'être formatée, j'avais envie d'aller voir par moi-même. Et puis, j'avais rien trouvé aussi qui me correspondait. Donc voilà, le fait d'avoir fait du syndicalisme, par contre, ça forme aux négociations, ça forme au lien avec la hiérarchie. On est en plein dans le rapport de force quand on négocie voilà, avec les ressources humaines, quand on négocie pour les salariés qui sont mis au placard ou qui ont besoin de vous, etc. Et qu'on est un peu stigmatisé comme la rouge ou comme celle qui va venir toujours chercher la petite bête ou embêter, etc. Donc ça, c'est très formateur pour après, quand on rentre... Alors, rentrer en politique, je ne sais pas, c'est pas trop quelque chose que j'aime pas trop ce terme parce que la politique pour moi c'est juste la construction de la société. Mais là, je me retrouve dans un milieu qui n'était pas le mien. Et oui, le syndicalisme me sert parce que quand même, j'y retrouve, ça aiguille un peu. On retrouve des choses qui sont parallèles. Voilà. Oui, mais par rapport à la gestion. Par rapport à la gestion d'une ville, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui n'ait pas fait de syndicalisme ne soit pas capable de gérer une ville. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne gère pas une ville tout seul. On y amène qui on est, mais on travaille en équipe. Personne ne croit qu'une seule personne va diriger une ville, ou alors ça s'appelle plus une démocratie. Voilà, c'est l'autoritarisme pur. Par contre, on vient avec des idées, on vient avec un programme qu'on a élaboré. Raisonnablement, c'est pas moi qui ai fait le programme du Front de gauche. On l'a fait avec toutes les composantes du Front de gauche et au-delà, avec des ateliers, avec la population. Si je suis là aussi aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai pas d'idée arrêtée sur ce qu'il y a encore à y injecter, sur les imperfections qu'on peut y trouver et sur les manières de faire qui sont pas forcément, qui sont des pistes, et on peut se tromper aussi. Voilà. Donc l'aptitude à la gestion pour moi, elle est dans des compétences de choix d'équipe et d'une vision et d'une ligne politique. Mais j'ai pas ni plus de légitimité ni moins que quelqu'un d'autre pour ça, je pense. À propos de ça, vous parliez de programme. J'ai été vous voir avant-hier, c'était au Zénith. Ah oui, d'accord. Ouais, on a été à plusieurs vous voir. D'accord. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal pour une première. Au début, je vous ai senti un petit peu... c'est dur, hein. C'est très émouvant dur. Et on m'avait dit, tu verras pas les gens, t'inquiète pas. Et en fait, c'est complètement faux. On voit parfaitement, très distinctement les visages, les regards. Et c'est extrêmement émouvant, quoi. Vous avez été d'un pas bien rassuré au départ. C'est extrêmement émouvant, quoi. C'est une émotion. Il y avait un souffle aussi. J'ai vu votre souffle avant de prendre le micro. Et puis derrière vous, il y avait votre... Oui, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Ça avait de la pression, tout ça? Alors, je l'avais déjà rencontré très honnêtement avant, donc j'étais pas... Enfin, je sais qui c'est, on se connaît un petit peu. C'était pas... c'est pas ça qui m'a terrifié. Donc ce qui est vraiment extrêmement émouvant, c'est que d'un coup on prend conscience que là c'est plus je parle à 50 personnes que je connais déjà plus ou moins dans la rue comme ça. Ça prend une autre dimension en fait. Ça prend une autre dimension et on sent une attente des gens et on se dit est-ce que je vais pouvoir y répondre, est-ce que ça va... On sent leur énergie, on sent... c'est vraiment extrêmement émouvant, quoi. Il se passe vraiment quelque chose de très fort. Et je regardais après quand j'avais fini de parler leur visage et on se rend pas compte comme ils sont beaux, quoi. Enfin, alors moi j'avais une oreille attentive, notamment sur la question des quartiers populaires. Ouais. Il y a eu 3 mots. Alors, il y a eu 3 mots, ça a été un sujet, un verbe et un complément. Oui, dites-moi. Non, mais vous allez me rectifier, mais ça a été... rectifier, je vais vous expliquer. M'expliquer, en tout cas, le petit bar, il y a un manque de temps pour la réhabilitation. Voilà. C'est ça, non? Clairement, et l'emploi chez les jeunes aussi. Alors clairement, j'ai souvent cette discussion... Je parle de quartiers populaires, je ne parle pas de l'emploi en général. Mais dans les quartiers populaires, il est encore plus difficile. Il est 2 fois, et c'est le double que dans les autres quartiers.
Ouais. Alors, la question qu'on me pose souvent, moi j'ai vécu à la Pergola, j'ai vécu près des Cévennes, j'ai vécu, voilà. Et la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi tu ne parles pas des quartiers populaires en tant que tels? Parce que je trouve ça stigmatisant, mais j'ai peut-être tort. Voilà. Moi par contre, on a fait un programme, le doublement de la création des logements sociaux, les transports gratuits pour les 30% des gens qui ont les plus bas revenus, le service public pour la petite enfance, c'est-à-dire des crèches partout dans tous les quartiers aux horaires atypiques pour que les femmes puissent travailler. C'est-à-dire que j'envisage pas ça comme tiens, toi tu es des quartiers populaires, ou toi tu es une petite femelle, ou tiens, toi tu as une drôle de couleur. Moi je fais un programme pour les gens dans tous les quartiers, et on a des choses aussi dans notre programme qui sont pour moi fondamentales au niveau de l'égalité d'équipement et de vie. C'est les écoles au même niveau d'équipement, les quartiers, les services publics, partout au même niveau, et de plus avoir une ville comme ça au de même vitesse. niveau. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires comme la Paillade ou Petit Bar, on n'est pas au même niveau. Bien sûr, je le sais. Et donc, à mon avis, c'est dans notre programme. Oui, c'est dans notre programme, mais on parle pas. Nous, on attendait notamment du front de gauche. Alors c'est marrant, parce que les gens attendent que en fait, les gens veulent être. Et moi, je trouve ça stigmatisant. Donc, bien sûr, dans notre programme, et je sais bien que si je dois réhabiliter une école ou un quartier, ça va être plutôt Figrol, ou ça va être plutôt, je vais aller voir un peu plus tôt dans ces quartiers-là. Et je ne vais pas m'attacher à Port-Marianne en premier, c'est pas ma priorité. Par contre, je vais regarder l'école Chengdu, je vais dire tiens, ils ont des bâtiments à énergie positive, ils ont des équipements qui sont géniaux. À Figuerolles, ils sont surchargés, il pleut dans les classes. Ailleurs, c'est pas le top. École du Petit Bar, etc., etc. La réhabilitation du Petit Bar, mais pas en tant que quartier populaire, en tant qu'égalité dans la ville. Après, peut-être que j'ai tort de ne pas employer ça. Moi, je trouve ça stigmatisant. Moi, j'aimerais pas, quand j'habitais à la Pergola, j'aimais pas qu'on dise... Non, mais vous n'êtes pas la seule, Muriel. Je crois que l'ensemble des partis aujourd'hui qui se présentent là sur la municipalité... Peut-être qu'on a tort, peut-être qu'il faudrait que je dise quartier populaire ou... Il y a tout le monde n'est pas stigmatisant parce qu'ils n'en parlent pas. Ah mais nous on en parle dans notre programme. Dans votre programme, votre programme, ça c'est juste une plaquette. C'est une plaquette. On ne l'a pas eu encore entre les mains. Vous l'aurez, il est au maquettage. Il est au maquettage. Il fait une quarantaine, cinquantaine de pages et c'est toujours pareil, c'est pas figé. Ce sont des pistes. Notre programme c'est clairement, par exemple pour l'emploi des jeunes, etc. ou pour l'emploi dans les quartiers populaires, pour les appels d'offres par exemple, on peut jouer sur ça. Il y a des classes sociales. Alors on va en parler des appels d'offres tout de suite après si ça vous dérange pas. Et ça c'est extrêmement important. Et pour moi, vraiment, je vous explique parce que c'est vraiment une démarche transversale, mais peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il faudrait dire ça concerne les quartiers populaires. Et pour moi, en fait, c'est évident. Mettre les équipements, mettre des commerces, mettre des crèches partout, donner l'accès à l'emploi et réhabiliter les quartiers. Et on dit on a une ville qui a 2 vitesses et on enlève ces 2 vitesses, on fait une unité dans la ville. Évidemment, on va commencer par ceux qui en ont le plus besoin. Mais je ne vais pas toujours aller dire aux gens salut, toi tu es plus pauvre que l'autre, ou ton école elle est pourrie, je vais la mettre à niveau. On le fait. On le fait, mais on laisse... Pour moi, ça a un côté un peu d'enlever la dignité des gens ou de toujours leur montrer... c'est pas parce qu'on est pauvre ou c'est pas parce qu'on a besoin d'être aidé pour nos quartiers, de réhabiliter, etc. qu'il faut tout le temps être... voilà. Et c'est pour ça que moi je dis pas quartier populaire, mais qu'on a un programme qui est pour l'égalité, pour la justice sociale. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais dire quartier populaire. Foudy avec une question. Monsieur Mélenchon était présent mercredi à vos côtés, en fait, pour vous soutenir. Alors on sait que c'est une figure très forte, qui est parfois aussi mal vue. Il est souvent dans l'invective, souvent il laisse pas indifférent. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous pensez-vous vous démarquer? Parce que bon, vous ne connaissez pas encore beaucoup. On vous sent encore pas totalement dans la fonction. Vous arrivez là. Comment vous pensez vous démarquer d'une figure aussi forte de M. Mélenchon, et qu'est-ce que vous pensez de sa façon d'arriver un peu, d'être dans le rentre-dedans, entre guillemets, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais Alors, il y a plusieurs questions dans une même question. Je me définis pas et je me détermine pas en fonction de lui. C'est-à-dire, je me dis pas, j'ai jamais eu de poster dans la chambre ou d'idole ou je suis pas très. Par contre, j'ai des idées, j'ai un cheminement, j'ai un caractère, j'ai une personnalité. Je suis pas, on me dit souvent, c'est le feu et vous êtes l'eau. J'en sais rien, je suis moi.
Et on peut avoir une détermination et on peut être extrêmement inflexible. Mais ça, c'est parce qu'on ne vous connaît pas, voilà, on voit, en étant calme. Arriver, là. Donc voilà, première chose, je ne me détermine pas en fonction de lui ni d'autres d'ailleurs. Enfin, je trace mon chemin avec mes idées, avec qui je suis, puis avec ce que j'apprends. Et avec des fois, je me dis, ben là, tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, puis on avance. Et puis j'ai une équipe, j'ai des gens, voilà, d'expérience à côté. Lui, comment je le vois, différemment depuis que je le connais. Ben voilà, il a une personnalité, il a aussi un personnage. Comme vous le disiez, il ne laisse pas indifférent. Je comprends un peu mieux depuis que je joue dans ce monde-là qu'on puisse être agacé et qu'on puisse avoir des mots des fois qui ne sont pas lisses. D'autant qu'on n'a pas en plus le même caractère, donc des fois ça peut vous échapper. Puis il y a la fatigue qui joue, il y a des tas de choses comme ça. Ça aussi peut-être était à un moment donné une façon de communiquer. Qui s'est retourné à un moment donné contre lui aussi. Oui, parce que ça lui colle à la... C'est ça, ça lui colle à la peau. Et puis on ne retient que ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut parler pendant 1h30 de manière extrêmement calme et vous expliquer des tas de choses intelligentes. On va le pousser à bout, il va déraper sur une phrase. Vous avez le lendemain dans tous les journaux, à toute la télé, paf, cette phrase-là. Donc après, c'est le jeu, c'est les médias, c'est la communication, c'est comment on utilise l'image quand on veut flinguer ou pas quelqu'un, etc. Voilà. Moi, j'ai pour l'instant des articles assez positifs. Le jour où je vais commencer à agacer, on va me flinguer partout. C'est le jeu. C'est le jeu. Après, moi, je le connais un peu mieux maintenant. C'est absolument pas quelqu'un d'agressif dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais c'est un être humain. C'est quelqu'un qui a un caractère différent du mien, qui des fois, voilà, qui des fois dit ce qu'il pense. Et peut-être que les gens ne sont pas habitués aussi à ça, quoi. Voilà. Alors vous avez parlé d'image, c'est une très bonne transition pour nous. Ouais. On va vous montrer un reportage qui a été fait par... Alors je prends mes notes par Jean-Fabrice et Grégoire. C'est autour de la sécurité, Muriel. Un thème que vous abordez très rapidement aussi sur votre programme. Oui. Bah, écoutez, je pense qu'on va regarder le reportage et puis après on en discute après. Oui, avec plaisir. Montpellier, 8e ville de France avec la plus forte croissance démographique au niveau national. Selon l'INSEE, elle compte 258 000 habitants au 1er janvier 2012. Ici, la délinquance n'a pas le même visage que certaines grandes villes de France, telles que Paris, Lyon ou Marseille. Mais néanmoins, elle atteint ses sommets en été lors des grandes affluences touristiques. Montpellier, c'est aussi ses quartiers populaires classés en zone de sécurité prioritaire. Des secteurs de grande priorité économique où on atteint des records de chômage, de niveau de scolarité les plus bas. L'accès à l'emploi y est aussi compliqué, bien sûr. Tout cela se traduit par des problèmes d'insécurité. La Paillade, un quartier situé en banlieue au nord-ouest de Montpellier, classé en zone de sécurité prioritaire. Près de 25 000 habitants y vivent. Tania Lehofer connaît bien la problématique. Elle anime une équipe de 7 éducateurs pour l'association de prévention spécialisée 34 qui travaille avec des jeunes. Je peux dire sur la Paillade, c'est vraiment le quartier totalement classique de la prévention spécialisée. Beaucoup de précarité, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de personnes bénéficiaires du RSA. Je crois qu'on est vraiment dans un quartier classique. Selon un rapport commandé par la préfecture et paru en 2012, on relevait 63% de logements sociaux et plus de 12 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Ici, 28% de la population a moins de 15 ans. 46% des jeunes de moins de 26 ans n'ont pas d'emploi. J'en suis quasi convaincu. Je crois qu'il y a un tel désœuvrement de ces jeunes qu'on rencontre. On leur pose la question, que ce soit même sur les chantiers éducatifs. À partir du moment où ils ont un boulot, et s'ils ont un travail même vraiment un boulot précaire, comme les chantiers éducatifs, je veux dire, ils s'attellent à la tâche. Et on arrive à échanger avec eux sur le pourquoi du comment, pourquoi ils délinquent. Et justement, la délinquance chez les mineurs est en pleine expansion, un phénomène qui inquiète la population et la police depuis quelque temps. Manque de repères sociaux, crise identitaire, chômage, voilà ce qui engendre cette dérive. Ce qui peut faire freiner une délinquance aujourd'hui, c'est le contact. On parlait des mineurs, c'est le contact avec les mineurs, c'est enseigner
c'est pas que notre rôle, bien sûr, on n'a pas tous les rôles à tenir. Il faut impérativement être en contact, il faut impérativement mettre des hommes sur le terrain, ça ne veut pas dire mettre un flic à chaque coin de rue. Et puis bien sûr, on sait après, c'est sur fond de crise, hein. S'il y avait le plein emploi, il y aurait peut-être moins d'interrogations sur les rôles de la police municipale, nationale et vidéosurveillance. Driss Bouazaoui, un ancien footballeur professionnel, a créé l'an dernier son association OSE pour Objectifs, Sport, Études et Solidarité. Nous le retrouvons ce mercredi-là au quartier Paul Valéry. Il encadre une douzaine d'enfants. C'est des enfants que je cadre depuis 5 ans. C'est un projet que j'ai monté qui s'appelle donc école de foot, donc au quartier de Paul Valéry, donc qui touche tous les quartiers de Montpellier. On essaye de mettre en place justement sur un projet ludique avec un suivi perso et collectif et puis en même temps de faire des rencontres contre des clubs. Driss est persuadé qu'il faut d'abord revaloriser l'image des jeunes, placer les garçons et les filles à égalité dans la société. Ce qu'on éduque à nos propres enfants, on le transmet spontanément. Et donc, ça prouve qu'on veut que ces enfants réussissent parce qu'ils ont tous des qualités énormes et qu'ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on s'intéresse à eux. Le 30 mars, un nouveau maire siégera à la tête de Montpellier. Pouvoirs publics et institutions devront donc se donner la main pour tenter d'enrayer le fléau principal, la précarité. Voilà Muriel, ce reportage qui est réalisé par Grégoire et Jean-Fabrice. Votre réaction? Ma réaction, c'est pas, je suis pas étonné dans le sens où on retrouve souvent des pics de délinquance. Effectivement, voilà, dans les quartiers qui sont pauvres, dans les quartiers où il n'y a pas de perspective d'avenir, dans les quartiers où on est en colère, dans les quartiers où on n'a pas sa place et dans les quartiers où c'est facile de partir à la dérive. Parce que quand vous n'êtes pas encadré, on parlait de quoi? On parlait de taux de pauvreté, on parlait de familles monoparentales, on parle de gens qui sont confrontés aux difficultés du quotidien, mais puissance 10 ou 100, et tout est plus difficile. C'est sûr que c'est plus difficile que si vous avez des cours de piano, si vous avez l'aide aux devoirs, si vous avez papa, maman qui vont vous amener au ski, etc. etc. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse, attention, hein. Je suis pas du tout dans l'angélisme. Mais ça veut dire que les dérapages sont plus ou moins faciles à certains endroits, plus ou moins rattrapables à certains endroits. Est-ce que vous proposez? Alors, ce que vous proposez, moi, alors comment vous appelez ça? Alors, c'est pas un programme. C'est pas un programme, c'est un 4 pages. C'est un 4 pages. Des mesures phares. En tout cas, ce programme fait une cinquantaine de pages. D'accord. Beaucoup plus développé et même ce programme-là n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'on a parfaitement conscience qu'on n'est pas que rien n'est figé et que toute bonne idée ou toute chose qui peut l'alimenter est injectable. D'accord. Alors nous, quand même, pour préparer cette émission, on s'est quand même appuyé sur ce document-là. Et bientôt, quand il sera maquetté, vous recevrez, la presse recevra et vous recevrez aussi un truc. Pour le moment, ce qui est écrit dessus, c'est sur la sécurité, mise en place d'une police plus proche de la population et médiateur en liaison avec les acteurs sociaux. Évidemment, c'est pas suffisant. D'abord, de quoi on parle? Quel est le pouvoir de la municipalité sur la délinquance? C'est la prévention de la délinquance, uniquement. Voilà. Donc la municipalité agit sur la prévention. De quelle délinquance on parle? Est-ce qu'on parle, alors là essentiellement on parle de la délinquance qui impacte vraiment les gens, c'est pas la fuite des capitaux, on parle de trafic, donc délinquance en bande organisée ou pas, on parle de violence, délinquance sexuelle ou d'agressivité de violence ou d'appropriation des biens, etc. Ça veut dire, voilà, on parle de ça essentiellement, voilà. Donc comment on agit sur ça quand on a en charge uniquement dans la mairie la prévention? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle aussi, voilà. La police nationale, normalement, c'est le ressort de la municipalité, la police municipale. Oui. Alors voilà. Alors c'est toute la question. Est-ce que par exemple actuellement ils sont armés? Est-ce que c'est l'idée du siècle? Est-ce que c'est pas le rôle de la police nationale de garder le côté vraiment répressif? Et est-ce qu'on peut pas faire de la police municipale autre chose? C'est-à-dire un lien plus de proximité, c'est le sens des quelques lignes qui sont écrites là. Ça a marché, il y a eu des expériences et puis on ne les a pas renouvelées dans certaines villes ou dans certains quartiers, soit parce que le nombre de policiers municipaux a baissé et que donc on a préféré les armer parce que la police nationale aussi faisait peut-être pas son boulot répressif, peut-être aussi parce qu'on n'a pas su dans certaines villes ou dans certains quartiers travailler en lien avec la population, avec les éducateurs, avec les associations, etc.
Je pense que tout ce qui est dans l'idée de tisser du lien social n'est pas inutile. Voilà. Tout ce qui fait lien et connexion entre les gens n'est pas inutile. De la même manière que dans certains endroits on travaille Ça peut être le rôle de la police municipale alors? Oui, plus à mon avis que dépenser quasiment 1 million d'euros par an en maintenance par exemple sur Montpellier qui utilise 25 emplois municipaux, les caméras de surveillance. Voilà, à mon avis, c'est plus utile tout ce qui fait du lien et tout ce qui touche aux gens que ça. La vidéosurveillance n'a jamais prouvé son utilité. Ça veut dire, si vous êtes maire, on supprime la vidéosurveillance, on l'enlève. Ce qui coûte cher et qui ne sert à rien. Mettons cet argent-là dans le seul cas où il a été reconnu que la vidéosurveillance avait une utilité, c'est pour surveiller tout ce qui est les endroits clos. Voilà. Donc dans les rues, ça ne sert à rien. Dans la rue, on va constater un délit. Super. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt travailler avec les gens? Voilà. Il faut bien garder en mémoire que la main, ce qui a les leviers de la municipalité sur ça, sont faibles. Après, quelles sont les causes de la délinquance? C'est pas juste que les gens sont méchants, que les gens... voilà. C'est que les gens sont perdus. On peut jouer sur l'éducation. On peut jouer sur ces leviers-là, on peut jouer avec les éducateurs, on peut jouer en leur donnant déjà un logement, en leur donnant un emploi, en leur donnant un avenir, en leur donnant une perspective, parce que les gens ne sont pas complètement abrutis. Et quand vous avez une vie et que vous vous dites je peux faire quelque chose et mes efforts vont servir à quelque chose, alors vous allez vers l'effort et vous allez vers ça. Si on vous dit vous allez faire des études, on va vous aider, et puis vous allez avoir un boulot et vous allez avoir un logement, c'est plus motivant que si on vous dit tu vas faire des études, ça va servir à rien, tu vas être au chômage et dans ton truc pourri tu vas y rester. Bon, c'est un discours assez classique quand même. C'est un discours classique mais qui est réel. C'est un discours classique mais qui est réel. Faites l'essai, et moi j'ai fait l'essai quand je cherchais du boulot avec mon nom à moi. Alors c'était pas, hein, on venait pas me chercher, hein, mais j'avais des entretiens. J'avais des entretiens et puis à un moment donné, j'ai chopé un truc. Voilà. Avec un autre nom, j'avais pas d'entretien. Parce que j'ai fait le test pendant quelques mois. Voilà. Donc c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est plus difficile. Voilà. Donc on multiplie les difficultés, on sait que c'est dans certains quartiers et chez une certaine catégorie de la population que ces difficultés sont multipliées. Est-ce qu'on se dit, bon on le sait, c'est une généralité, on s'en fout? Ou est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, voilà. Je vous coupe parce qu'on a plein de questions, notamment sur la sécurité, mais on a bien compris votre message. Alors moi, est-ce que vous avez donc vous m'avez dit que vous avez déjà entendu, vous connaissez le rapport Carlon? Je connais le nom, ouais, ça me parle ce truc. Ça vous parle? Ouais. Vous savez à peu près ce que c'est exactement? Le nom me parle. Moi je vais dire en fait c'est un rapport qui a été commandé en 2010 par la préfecture et qui a été rendu public en 2012. Sur les et quartiers. C'est sur le site, c'est ça, sur la Paillade. C'est sur de la Paillade et de Massa. Voilà. J'ai lu quelques extraits du truc. Et donc ils font aussi un constat alarmant concernant la dégradation de la situation en matière de prévention et sécurité. Et ils parlent même d'un phénomène de ségrégation des habitants de la Paillade. De ségrégation. C'est grave, important. Ouais, c'est grave. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour endiguer ça? Eh ben, je pense que c'est toujours pareil, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Soit on se dit super, c'est une généralité, on ne fait rien. Soit on se dit bon, c'est peut-être une généralité, c'est peut-être normal, c'est peut-être la désespérance, mais on va se pencher sur la question. Je pense que ce rapport a été fait par des gens qui ne sont pas complètement tous fous. Donc on peut s'appuyer dessus, on peut déjà aller vérifier. Peut-être si c'est vrai, on peut faire un audit, on peut aller voir avec les gens. Et puis évidemment, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas dire aux gens, super, il y a de la ségrégation, on va continuer, on va vous laisser crever tranquillement dans votre quartier. Voilà. Donc il faut faire quelque chose, mais ça se fait avec les gens, ça se fait avec un audit. Et on ne peut pas laisser des quartiers crever comme ça, quoi. Et ça veut dire on remet, vous parliez de prévention. Là, la prévention, pour le coup, c'est la mairie. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'il y a des quartiers où il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce, parce que les services publics, finalement, on les enlève, on les déplace, parce que les commerçants, quand vous êtes fait braquer 4 ou 5 fois, vous en avez marre, vous allez ailleurs, parce que les entreprises qui construisent, une fois qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, elles s'en vont. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut comme une économie? Est-ce qu'on veut Sanofi qui va arriver et qui, une fois qu'il aura pris les 300 ou 400 emplois et qu'il aura tiré la richesse, va partir? Est-ce qu'on veut une économie sociale et solidaire? Est-ce qu'on veut des régies de quartier?
Et ça change tout. Ça change tout parce que si c'est des gens que vous connaissez du quartier qui vont s'occuper des espaces verts, qui vont faire du gardiennage, qui vont vous aider pour les personnes dépendantes, etc. C'est plus difficile d'aller péter la porte quand c'est votre père qui répare la porte, c'est plus difficile. Et c'est les gens du quartier qui reprennent possession de leur quartier et c'est le lien qui se retisse. Et là, on a un rôle à jouer, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et justement, avec les habitants, toujours avec les habitants. Et justement, ce phénomène de ségrégation, vous ne pensez pas qu'il est dû à un certain désintérêt des politiques concernant les quartiers? Parce que même vous avez dit que vous voulez mettre tous les quartiers au même niveau, pas dire je suis d'un tel quartier, d'un quartier populaire, tout ça. Et justement, est-ce que c'est pas en faisant cette réflexion-là? Non. Qu'est-ce que je dis quand je dis ça? Je dis ça justement, je dis pourquoi la rénovation du petit bar est pas faite. Excusez-moi Muriel, le traitement au niveau de sécurité à la paillade ou au petit bar, c'est pas le même qu'au centre-ville. Non, c'est pas le même. Hein? Bien sûr, on est d'accord avec ça. C'est ce que je dis. Moi quand je dis je veux mettre la même égalité partout d'équipement et de traitement, c'est justement ce que je dis. Je dis partout pareil. Et comment? Donc on déploie, on peut déployer sur le territoire. Vous n'avez pas les mêmes forces de police partout. Vous avez des quartiers peut-être qui en ont plus besoin que d'autres. Par rapport à ce que vous voulez proposer là, quand on regarde la ville de Montpellier, on voit que c'est une ville qui est endettée. Donc comment vous allez financer tout ça? Attendez, excusez-moi. L'endettement, quand on vous fait une cité du corps humain à 36 millions d'euros, quand on couvre le toit de la Mosson à 50 millions d'euros, quand on veut faire un quartier c'est des dépenses, et une nouvelle gare. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'elles sont prioritaires? Mais est-ce que vous avez chiffré les propositions là que Bien sûr. Que vous quand je vous dis 30% de transport en commun gratuit pour les 30% des gens qui ont les plus bas revenus, donc ça ne va pas concerner forcément, évidemment que ça va concerner les quartiers populaires. C'est 3 millions d'euros. C'est juste 3 fois plus que l'investissement actuel. C'est rien. Quand on dit on veut mettre les mêmes services de bus partout, parce qu'il n'y a pas que le tram, il y a des tas de quartiers où il faut que les gens puissent aller travailler, qui n'ont pas de bagnole. Pourquoi le bus n'est pas au même niveau que le tram? Parce que c'est dans les quartiers qui les intéressent moins, pour certains quartiers. Et ça, ça n'a pas un coût du tout élevé. Et ça se joue, alors attention, parce que là on parle de l'agglo. On parle de l'agglo, on parle de la ville et ses liés, parce que les élus qui vont siéger à la ville de Montpellier seront déjà pour moitié à l'agglo. Donc ça a une importance. Et parce qu'on ne sait plus trop qui fait quoi. Par exemple, vous prenez la voirie, vous prenez la propreté, le truc comme ça. Hop, il y a une partie c'est l'agglo, hop, il y a une partie c'est la mairie. C'est pas toi, c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Donc il y a une cohérence à remettre. Et évidemment que ce n'est pas des choses, c'est moins compliqué que d'aller sur la Lune, ce sont des choix politiques. Moi on me dit souvent vous avez un programme social. Ben oui, j'ai un programme social, je pars des besoins des gens. Est-ce qu'on réhabilite le petit bar? Est-ce qu'on met les écoles à même égalité de traitement? Ou est-ce qu'on construit le nouvel hôtel de ville qu'ils ont construit à ce prix-là? Ce sont des choix. Et d'autant plus, comme vous le dites, que les budgets vont baisser. Le budget, les dotations de l'État aux collectivités locales, moins 1,5 milliard l'année prochaine. Et chaque année. Oui, mais comment vous allez rattraper ça? Parce que c'est des investissements qui ont été déjà faits. Et la ville doit payer. Là, vous posez Non, la cité du corps humain, on peut très bien stopper le projet. Le stade de la Mosson, c'est pas encore non plus engagé. Il y a des tas de choses qui ne sont pas encore engagées. OSE, construire une nouvelle gare qui n'aura pas encore de liaison et donc d'utilité à 60 millions d'euros, on peut le stopper. Passer en régie publique de l'eau, c'est pareil, il suffit de stopper les appels d'offres, on y passe. Attention, c'est tout. On vous fait toujours croire que tout est bouclé, que c'est trop tard, etc. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses où c'est pas vrai. Et il faut que les gens sachent que c'est pas vrai, il faut que les gens sachent qu'ils ont leur rôle à jouer. Parce qu'évidemment, si tout le monde reste endormi, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et par exemple, une fois qu'ils l'auront commencé, la régie publique de l'eau, je vous donne un exemple, mais voilà, une fois qu'on a commencé, que l'appel d'offres est signé, on est parti pour 7 ans. Et quand on vous dit on va l'arrêter en 3 ans, c'est pas vrai. Ou alors ça va coûter encore plus cher que de le laisser faire. Donc on va le laisser faire. Donc il faut que les gens arrêtent de croire que tout est une fatalité, qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une affaire de choix politique et de volonté. Alors évidemment, on ne va pas faire de Montpellier, on ne peut pas mentir aux gens. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et qui peuvent changer et améliorer la vie des gens. Ça s'appelle des choix. Et vous posez une autre question qui est la question du lien avec la politique nationale. Et donc l'utilité du local et d'actions qu'on peut avoir dans une élection municipale et de la politique nationale, mais bien sûr que c'est lié. Mais bien sûr. Si la métropole passe, on aura encore moins de décisions, on aura encore moins de liens entre les gens, on aura encore moins de budget, les bons élèves auront plus de budget, les inégalités sur le territoire vont devenir criantes, ça va être la mise en concurrence des territoires et des villes et des gens, et ça va être le même monde de l'entreprise dans tout ce qu'il a de plus odieux, c'est-à-dire la mise en concurrence, et c'est-à-dire le marche ou crève, qui va s'appliquer à l'aménagement du territoire. Et l'État qui se désengage dans son rôle.
Et si on laisse passer des choses comme ça, alors oui, ça va devenir extrêmement difficile à une municipalité de lutter. Mais c'est pas trop tard, c'est pas passé. Et pour l'instant, on a encore des leviers. Alors vous dites, après on peut parler de taxes d'habitation, on peut parler de tout ce qu'on veut. C'est basé sur l'estimation des biens immobiliers de 1973. Ça veut dire que des gens qui habitent à la Paillade vont avoir des taxes d'habitation qui sont plus chères que des gens qui ont des appartements beaucoup mieux dans les Cussons ou ailleurs. Pourquoi Pourquoi on laisse des lois basées de 73 et pourquoi on fait croire aux gens que c'est comme ça? Muriel, vous parlez de taxes, on va revenir quand même sur le sujet de la sécurité. Fouillia a une question. Moi, je voulais aborder la question. On sait qu'il y a un chômage endémique dans les quartiers, dans ces quartiers-là, à la Paillade, Petit Bar. Il y a énormément d'associations qui travaillent en mettant culturel, social, en mettant en place. Il y a eu des contrats d'avenir notamment. Ces types de contrats ont changé plusieurs fois de nom, ils sont revenus. Le chômage, comme le disent certains, c'est le nerf de la guerre pour ces jeunes-là. Ces alternatives sont souvent limitées. En fait, quand ces contrats se terminent, ces jeunes-là se retrouvent sans rien. Quelles alternatives vous proposez? Parce que on l'a vu, ces contrats-là ont changé plusieurs fois de nom, ils sont revenus, repartis. Qu'est-ce qu'on fait au bout du contrat? Qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes-là pour ne pas retourner dans ces... C'est une question très importante et c'est la même question qui se pose partout. C'est-à-dire que eux, je pense, dans leur esprit, ont envisagé ça comme les emplois jeunes. Moi, à mon époque, c'était des emplois jeunes. Et c'était, on vous donne une expérience, puis vous vous débrouillez. Et on vous a donné cette expérience. Parce que c'est vrai que quand on cherche, moi, je suis comme la plupart des gens. J'ai eu mon premier CDI, juste un peu avant 30 ans. Et au début, on vous dit tout le temps, j'ai fait des petits boulots par là. On parlait à mes études, mais on vous dit, vous êtes bien mignonne, mais vous n'avez pas d'expérience dans ce que vous cherchez vraiment comme boulot qui vous plaît. Fatalement, puisque je le cherche. Voilà. Donc l'idée des emplois jeunes et tout ça, c'était de donner cette expérience. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait? On veut des gens toujours moins chers, on veut des gens dociles. Vous avez 5 ans d'expérience, vous allez demander un salaire que quelqu'un de nouveau ne va pas demander. Vous allez connaître vos droits, les autres ne vont pas les connaître. Donc ça ne règle pas la question, sauf quand même à certains endroits, et notamment, alors là je dois le reconnaître, notamment pour les emplois de la municipalité de Montpellier, qui les a CDIsés, qui les a gardés. Voilà. Il y a des endroits où on joue le jeu, puis il y a des endroits où on leur a dit, bonne route. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une municipalité Alors moi, c'est là que je reviens à ce système d'appel d'offres. Il y a des clauses sociales. On va en parler tout de suite après. Alors, je vous assure, on va en parler. C'est vachement important. Appel d'offres, on va en parler. Voilà, c'est la belle transition là aussi. Vous êtes très fort. On va regarder un sujet sur le développement économique et des quartiers. Et tout de suite après, on parle des appels d'offres. Promis. Oui, voilà, du coup, j'ai pas répondu. D'accord, on en parle tout à l'heure. C'est parti. Dans beaucoup de quartiers populaires, le développement économique est au ralenti. Ada, porte-parole et coordinateur du groupement d'intérêt pour le développement économique et social, regrette qu'aussi peu de mesures soient mises en place par les pouvoirs publics. On est dans une situation assez critique sur la ville de Montpellier et particulièrement dans les quartiers populaires. Ceci ne concerne pas que la Paillade, mais aussi les autres quartiers. C'est qu'on a un taux de chômage important, on a un taux d'entreprises qui ferment, 70-80% qui ferment dès la première année. Donc voilà, tout ceci cumulé nous donne des situations extrêmement difficiles en termes économiques. On propose des emplois, mais parallèlement, on n'accompagne pas les entreprises qui pourraient justement recruter. Il faudrait un vrai plan au niveau local, que ce soit les collectivités, qu'elles soient assez volontaires dans leur démarche de soutenir l'activité. Ça peut être aussi créer ce qu'on appelle des lieux partagés pour les petites entreprises, pour les permettre justement de pouvoir se maintenir sur le marché du travail, mais aussi les accompagner vers tout ce qui est appel d'offres, tout ce qui est marché public, voilà. Les artisans dénoncent les conditions d'attribution des marchés publics et l'embauche de salariés étrangers. Le problème, c'est les grosses boîtes. C'est eux qui prennent tous les corps d'État et après ils se traitent avec des artisans, des boîtes intérim qui viennent de l'extérieur, qui viennent du pays de l'Est. Ils sont embauchés ici avec un salaire qui n'est même pas le SMIC de France. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas avec les gens de quartier. De son côté, Driss Alaoui, directeur de la ETE, souhaiterait plus de considération et plus d'aide en faveur des créateurs d'entreprises.
Ce qui est paradoxal dans ces quartiers populaires et surtout à la Mosson, c'est que d'un côté il y a le chômage et de l'autre côté il y a vraiment un vrai levier pour la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel de création d'entreprise ici, à la Mosson. Nous on le voit chaque année quand on organise le printemps de la création d'entreprise. Donc il y a beaucoup des habitants ont des idées, ont des projets, des femmes qui se lancent dans la création d'entreprise. Mais ce que je déplore, c'est que le pouvoir public ne fait pas assez pour ces petites entreprises qui se créent tous les jours dans les quartiers, et surtout dans les quartiers populaires. Moi, ça fait des années que je demande vraiment un local avec des moyens qui sont en adéquation avec la création d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on accueille un public qui habite dans la Mosson qu'on doit avoir un rez-de-chaussée de bâtiments. Samir, jeune créateur de la marque Majesty, a rencontré plusieurs difficultés lorsqu'il s'est lancé dans l'aventure. Au début, on avait du mal puisqu'il n'y avait pas on va dire, de local adapté en termes de prix parce qu'on est toujours d'ailleurs une start-up et on n'avait pas les moyens qu'il fallait pour avoir un gros local. Donc la première problématique, c'est déjà de trouver un local. Après, on a entendu parler des pépinières, tout ce qui était accompagnement, incubateur. Donc moi, je les ai pratiquement tout appelés et personne n'a voulu me recevoir. Ils m'ont tout dit que ce n'était pas possible, que ça ne rentrait pas dans le cadre de leur financement ou de leurs prérogatives, donc ce n'était pas possible. Il faudrait une pépinière plus ouverte. Vous allez rencontrer ces barrières de paperasse, de candidature, de dossiers à remplir. C'est très sélectif au bout du compte. On parle souvent d'allègement des procédures, ils s'attendent de le faire. Accueillir des gens, en plus jeunes, des jeunes qui ont des projets. Vous arrivez avec cette idée, avec cette envie, cette détermination, on vous dit non, c'est que le début. Maintenant, il y a tout ce dossier à remplir, il y a toute cette procédure à suivre pour pouvoir commencer votre activité. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on m'accompagne, qu'il y ait des structures ouvertes pour tout créateur d'entreprise, quel qu'il soit, comme je vous dis, même s'il y a des personnes qui rêvent de construire des fusées, pourquoi pas. Mais notre objectif aussi, c'est de rester dans le territoire. Mais pour ça, il faut qu'on nous le permette. Parce que si on ne nous le permet pas, demain, on va grandir, on va partir. Et quelque part, on ne devra rien au territoire, puisqu'il n'aura rien fait pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà, un entrepreneur de la paillade dit sur la fin, je partirai si à un moment donné on n'a pas les moyens de m'accompagner ou de m'aider sur le développement de mon entreprise. Quelle réaction par rapport à ça? C'est normal qu'ils partent au bout d'un moment. On ne travaille pas, on ne monte pas une entreprise pour perdre de l'argent ou pour crever. Mais c'est toujours la même difficulté et c'est toujours aussi une question de volonté, qui on aide et qu'est-ce qu'on veut attirer comme entreprise. À Montpellier, il y a toujours eu une culture de prestige, de grosses boîtes, ça a été IBM, et ça correspondait à une réalité à un moment donné certainement. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que Sanofi ou IBM, une fois qu'elles ont fait leur beurre, elles s'en vont. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on constate ça et qu'on n'a pas de moyens d'action sur eux parce que ce sont des actionnaires, etc. Donc à un moment donné, on réfléchit et on se dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aider? Alors, je fais mes fameux appels d'offres, mais après j'irai au-delà. Par exemple, aux entreprises qui s'installent, on peut les choisir. Le monsieur disait on emploie des gens qui viennent d'autres pays. Alors c'est pas le fait qu'ils viennent d'autres pays qui soit gênant, c'est le fait qu'il n'y ait pas les mêmes normes sociales. Et donc forcément, ils vont travailler, ils vont faire des choses pour moins cher. Et donc on va les prendre eux. Voilà. Donc dans les appels d'offres, il y a ce qu'on appelle des clauses sociales. Actuellement, en moyenne, sur Montpellier, seulement 7% de clauses sociales. Par exemple, on va imposer 7% de gens d'ici, par exemple de la ville. On peut aller jusqu'à 20%. Pourquoi on n'y va pas? Il faut aller au taquet, il faut être à 20%. Voilà. Donc ça fait déjà 20% des gens qui vont devoir travailler, qui vont être des gens du quartier, voilà. Donc ça c'est important quand même. Voilà. On peut passer de 7 à 20, il suffit de le faire, on ne le fait pas. Faisons-le déjà, commençons pour ça. Ça fait travailler déjà un quart des gens du quartier, voilà, dans l'entreprise. Après, les aides à l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'on va aider des grosses entreprises à s'installer en leur donnant... ça a l'air d'être une politique aussi nationale en ce moment, hein. On fait des chèques en blanc, on donne 30 milliards d'euros, on donne des aides aux entreprises sans contrepartie. Voilà. Ou est-ce qu'on va aider plutôt les petites entreprises? Qu'est-ce qu'il disait, un monsieur qui disait, il nous faut un local? Ouais, mais on s'aperçoit qu'en tout cas sur la paillade, il y a peu d'espace comme ça. En tout cas, il y a à côté à la paillade une zone d'activité qui s'appelle le Parc 2000. Ouais. Et ces mêmes entrepreneurs, ils ne peuvent pas y accéder. C'est ce qu'il disait. Ouais.
parce que sa branche ne doit pas intéresser, ne doit pas être assez prestigieuse, ne doit pas être... Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on colle à la réalité. On ne fait pas une pépinière pour dire justement, mais ça colle avec cette idée de prestige. Montpellier a toujours voulu attirer, être prestigieux, briller internationalement. Et est-ce que ça a un intérêt? D'abord, est-ce que ça a marché? Non. Et est-ce que c'est un intérêt ou est-ce que l'intérêt c'est de répondre aux besoins de la population? On s'en fout que sa branche ne corresponde pas à ce qu'on avait imaginé au départ. C'est une nécessité, c'est une économie dans la ville, il va apporter quelque chose. Donc on ne peut pas dire aux gens créez votre entreprise puisque vous ne trouvez pas d'emploi. Déjà tout le monde n'a pas envie de monter une entreprise, de créer une entreprise, il y a des gens qui ont envie d'être salariés. Donc c'est un peu facile de dire aux gens t'as qu'à créer une entreprise, t'as qu'à être auto-entrepreneur. La première année tu ne cotises pas pour ta retraite, etc., etc. Puis si tu te plantes, tu n'as pas les droits sociaux. D'accord. Super. Donc voilà, donc aidons ces gens-là, et la pépinière, on peut décider, on peut le changer ça. On peut très bien dire, ça va être en priorité les gens du quartier, ça peut être si c'est viable, et on peut les accompagner. Disons, on a besoin d'être accompagnés. Accompagnons-les. Concrètement, quelles sont les mesures incitatives là, que vous voulez mettre en pratique pour que les entreprises viennent s'installer dans ces quartiers? Alors déjà, on peut commencer... alors déjà, il y a deux problèmes. Il y a un problème déjà pour certains commerces de sécurité. Donc on revient à la question tout à l'heure. Donc là, ça peut être un police municipale qui a plus un rôle de proximité, ça peut être remettre des services publics, ça peut être remettre des transports en commun, ça peut être redonner une qualité d'équipement, et on en revient toujours parce que tout est transversal, des écoles décentes, des activités pour les gamins, et jouer sur tout ça, où le quartier devient plus sûr et où une entreprise peut rester sans se faire braquer, etc. Ça peut être aussi des aides concrètes financières, parce que ça existe, il y a un budget notamment à l'agglo, dont là en priorité pour les entreprises soit qui ont envie de s'installer du quartier, soit qui ont envie de rester. Et sans distinction et sans décider à l'avance, non le pain ça m'intéresse pas, non toi ce que tu fais ça m'intéresse pas, nous on veut des cartes à puce, on veut IBM, on veut du parfum de luxe, on veut voilà. Donc partons des besoins des gens et dans les entreprises des quartiers et utilisons l'argent et avec des contreparties et partons du besoin des gens. On parlait d'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est très intéressant pour une ville parce que ce sont des gens qui habitent la ville, ce sont des gens qui vont faire vivre la ville, ce sont des gens qui vont connaître le quartier, qui vont employer les habitants et qui ne vont pas partir parce qu'il n'y a pas d'actionnaires, et qui font vivre l'économie locale. Et l'économie sociale et solidaire, et je sais que ça se développe un petit peu partout, et je sais qu'il y a beaucoup de mouvements dans les quartiers populaires aussi qui réfléchissent à ça parce que... Et là, ça rejoint un petit peu... ça veut dire que vous injectez de l'argent là-dedans, là. Bah oui. Énormément. Bah il faut. Les dotations combien vous avez des chiffres? Toutes les dotations qu'on a et toutes les aides qu'on donne aux entreprises, ça c'est l'agglo. Donc c'est l'agglo, mais ça ne veut pas parce que c'est l'agglo qu'on ne peut pas avoir des chiffres. Ouais. Ils sont difficiles à avoir. Ouais. Et quand on a des élus, ils sont obligés de vous les donner quand vous êtes élu. Là, moi maintenant, on va me dire, ma petite dame, ils vont me donner ce qui est public, hein, c'est le budget, etc. Et c'est très difficile parce qu'on ne sait pas, y a des passerelles, donc on n'a pas les chiffres exacts. Une fois que vous êtes élu, que ce soit dans l'opposition d'ailleurs ou aux responsabilités, vous les avez les chiffres, vous les avez les conditions, vous les fixez même en partie. Donc vous pouvez dire cet argent, je ne le donne pas à Sanofi ou je ne le donne pas à IBM, je le donne à l'économie sociale et solidaire. C'est un choix politique. Justement, un exemple concret, sur le quartier Ovalie, on a un stade qui a coûté très cher et dont d'ailleurs les habitants du quartier n'accèdent pas à ce stade, c'est trop cher. Bon, ça c'est une autre problématique, ouais. Mais on ne fait pas appel à ces jeunes, aux jeunes du quartier. Il y a une demande depuis... Pour être stadier, par exemple, il y a une demande depuis des années. Ce stade, c'est l'agglomération qui en a la charge. Et ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi on n'accepte pas ces jeunes comme stadiers. Alors il y aurait des histoires de formation. La formation, la région, la ville fait des formations, on peut former les gens. J'aimerais savoir ces quartiers-là, d'Ovalie, Paul Valéry, ce sont des quartiers où il n'y a pas de service public. Non. Ça fait partie du grand Croix d'Argent. Oui. Ils ont des problèmes pour avoir un local. La dernière association, c'était l'ASTM qui a fermé, qui a déposé le bilan. Comment on peut expliquer déjà une absence du service public dans ces quartiers-là? Et puis aucune volonté pour faire appel aux gens du quartier, puisque c'est eux qui sont les premiers concernés. Comment vous expliquez ça et comment vous pensez aborder ce problème ou au moins apporter une solution? Puisque ça fait des années apparemment que des collectifs sont mis en place et que rien ne bouge. Et c'est une municipalité de gauche qui est là depuis des années. De gauche, oui.
de gauche. C'est la réalité. Non, la vraie gauche, c'est ça, c'est le front de gauche. Les autres, c'est pas la vraie gauche. Ils ont dévié, on le voit au niveau national, quelqu'un qui vous met la retraite à 66 ans, etc. Est-ce que c'est encore la gauche? Et sur le plan local, c'est pareil. Je pense qu'ils ont pris l'habitude aussi. Alors nous, on a un truc tout bête aussi dans le programme, c'est de donner un vrai budget aux associations, mais pas sous condition. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, mais réelle. Et donc, si vous donnez un budget au comité de quartier, si vous donnez un budget un peu plus important aux associations, mais surtout aux comités de quartier, et qui sont après en autogestion. Et donc là, ça répond un petit peu en partie à votre question, notamment sur des salles, parce que quand vous avez une salle et que vous avez un budget, que c'est vous qui décidez ce que vous en faites, bon ben déjà vous avez la main sur quelque chose, vous pouvez faire quelque chose de votre quartier. Après, pourquoi à Ovalie on ne met pas des stadiers du quartier? C'est une excellente question, pourquoi? Ils n'ont pas de réponse depuis là. Ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils ont mis d'autres gens, parce qu'ils ont la même démarche que d'autres, on ne va pas s'emmerder, on ne va pas prendre des gens du quartier, on ne les connaît pas, on ne sait pas, ils ne sont pas formés. Quand vous voulez former quelqu'un, vous le formez. Hein. Il y a de très bonnes, en plus en formation au niveau région et sur Montpellier, on n'est pas mauvais. Et si vous avez la volonté, bon, je pense tout simplement, hein, ce n'est pas une question de budget, parce que tout le budget formation de la région n'est pas utilisé. Moi, je connais des gens qui ont moins de 26 ans ou quoi, et qui ont dit vous voulez pas faire une formation, faire un truc, bon, voilà. Muriel, si vous êtes mairesse de Montpellier, là, c'est ça, on dit mairesse on dit beaucoup ça. C'est très joli d'ailleurs. Muriel, est-ce que vous prenez par exemple combien d'emplois d'avenir sur la ville? Déjà, il faut voir au niveau du budget. Moi, là, pour l'instant, je n'ai pas accès à ce... il y a une volonté, vous parliez de volonté. Il y a une réelle volonté. Donc, à un moment donné, après, il faut passer... J'en prends, je mets au taquet. C'est-à-dire au taquet? C'est-à-dire le plus possible. Mais c'est-à-dire avec aussi, par exemple, nous, si on veut créer un service public... Il y a un dispositif qui existe. Les collectivités, normalement, devraient jouer le jeu. On le joue. Et si on fait, par exemple, un service public de la petite enfance, ce qu'on veut faire, il va falloir former des gens, il va falloir embaucher des gens. Et ce sera la municipalité qui va les payer. Ça va devenir des salariés de la municipalité. Les gens sont formés quand même. Il y a pas mal de gens qui sont formés sur la petite enfance. Il y a des gens aujourd'hui qui... Je ne vous le fais pas dire. Il y aura des nouveaux besoins. On ne va pas les reformer. Non, mais il y en aura besoin de plus. Il n'y a pas assez de crèches, il manque 10 000 places de crèches sur Montpellier. Il n'y a pas des crèches partout dans tous les quartiers. Les infrastructures, peut-être, elles n'y sont pas, mais les personnes formées... Mais on aura besoin de personnel, encore plus. Vous n'allez pas, quelqu'un qui a déjà un travail en crèche, s'il y a besoin de doubler les places en crèche, vous n'allez pas dire tu vas travailler la nuit et le jour, vous allez embaucher quelqu'un d'autre, vous aurez besoin de plus de TP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez la solution, vous les prenez d'ailleurs, ou vous formez des gens. On les forme ici. Eh bien oui, donc faisons ça. Donc ce ne sont pas des choses qui sont... Moi je crois que beaucoup de problèmes en réalité, alors évidemment on ne peut pas dire aux gens tout le monde va avoir un travail bien payé, etc. Moi-même je ne suis pas... voilà. Mais on peut faire des choses qu'on ne fait pas. Soit parce que ça n'a pas d'intérêt, ça ne rapporte rien dans l'immédiat comme prestige ou comme argent pour la ville. On est très centré, là, la politique de Montpellier, c'est très... Qu'est-ce que ça rapporte? Et bien là, ça rapporte juste qu'on change la vie des gens. Et alors, c'est peut-être pas super prestigieux, c'est peut-être pas la ZAD, c'est peut-être pas Unlimited, mais ça change la vie des gens, de la ville. Voilà, donc moi je dis partons de là, faisons ça. Après, on voit si on peut faire en plus des trucs délirants. D'accord. On arrive au terme de l'émission, Muriel, et en plus, tout de suite après, vous avez... Je suis en retard. Bon, vous allez me griller. Mon premier article d'insulte. On fait un courrier ensuite. Hein. Ouais. La dernière question, ça va être pour Slimane. Essayez de répondre assez rapidement. Par oui ou par non? Non, parce que c'est une question ouverte. Si vous êtes élu maire, quelle est la première mesure que vous allez prendre? Alors, il y en a plusieurs parce qu'on va les prendre en parallèle. C'est le doublement de construction et de création des logements sociaux, mais réellement sociaux, parce qu'il y a plusieurs gammes dans les logements sociaux. Et actuellement, ils disent on en construit 30% dans les ZAC, etc. C'est pas vrai. Ils construisent des PLS, c'est-à-dire que c'est pour les revenus les plus hauts. Mais les vraiment logements sociaux pour les plus bas revenus, le nombre n'est pas suffisant. Donc, 2000, nous déjà, on les double. Ouais, nous on en construit 2000. Vraiment sociaux par an au lieu de 1000, sans augmenter la part du construit. Actuellement, on construit entre 5000 et 6000 appartements ou résidences appartements à Montpellier par an.
on garde ce même nombre, tant pis, la part du privé va baisser, mais de toute façon, ils ne sont pas tous vendus, c'est des promoteurs, c'est de la spéculation. Ce n'est pas pour les gens vraiment qui achètent des appartements. Donc cette part-là, on la baisse et on répond à la demande des gens. Et en plus, on en garde 6 à 700 pour moitié étudiants, ou même un peu plus, on peut monter un peu plus pour les étudiants, et puis aussi pour les personnes âgées. Il y a un système de logements sociaux spécifique aux personnes. Donc déjà, ça c'est la première. Pourquoi la première mesure? Parce que c'est le besoin criant des Montpelliérains, et en plus ça fera baisser un peu le prix du privé, et on réquisitionne aussi les logements vacants, il y en a 10 000 sur Montpellier, voilà, quand c'est juste de la spéculation. Et, voilà. et puis il faudra mettre un petit peu plus de clarté sur l'attribution des logements. La transparence, c'est essentiel. La transparence, c'est essentiel. Ah ben, on peut imaginer déjà une commission qui soit vraiment transparente, on peut imaginer un dossier qui a un numéro, qui a une chronologie, et qu'on puisse savoir comment la commission, qui a eu un logement. Il y a des endroits, il y a des villes où on sait, voilà, sur la commission, c'était tel numéro à tel numéro de dossiers qui ont été étudiés, et voilà qu'il a eu. Vous avez des pays qui font ça, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, où on peut suivre et on peut savoir. Donc déjà, vous savez si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, vous savez si vous avez... Parce que moi, j'ai fait comme tout le monde, des demandes de logements sociaux à une époque sur Montpellier, et la première chose qu'on m'a dit, c'est n'oubliez pas l'année prochaine de renouveler votre demande. D'accord, donc déjà, ça veut dire que la première année, c'est même pas la peine de jouer, et au bout de 3 ans, j'ai arrêté de jouer. Bon, voilà. Donc le problème d'opacité, il est réel. Merci Muriel d'avoir répondu à notre invitation. Bonne chance. Merci, je n'ai pas répondu, mais on se reverra. Pour la suite. Ça vous dire que cette émission elle a été réalisée par l'ensemble, voilà, il y a des jeunes de Caïna, des masters en journalisme et d'autres personnes. On remercie tout le monde. Merci. Et voilà, à très bientôt. C'était un agréable moment.